Ok, imaginez un instant. Des milliers, voire des millions de points de données. Ça peut être n'importe quoi. Des clients, des étoiles dans le ciel, des transactions financières, bref, un chaos total. Et le pire dans tout ça, aucune étiquette pour nous dire ce que c'est. Alors comment on fait pour y voir clair? Comment trouver un sens à tout ça? Eh bien aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant du clustering. C'est une technique de machine learning qui, justement, est faite pour trouver de l'ordre là où a priori il n'en a pas. C'est vraiment la grande question. On a cette montagne de données sans aucune indication et on se demande comment est-ce qu'on peut bien y trouver des groupes cachés. Que ce soit une base de données client, des gènes, peu importe, comment une machine, elle, peut deviner qu'il y a des groupes logiques là-dedans alors qu'on ne lui a jamais dit quoi chercher. C'est ça tout le défi du clustering, ou comme on dit parfois du partitionnement de données. Alors attention, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle la classification. En classification, c'est facile entre guillemets. On donne à la machine des milliers de photos de chats et de chiens bien étiquetées et on lui apprend à faire la différence. Mais sinon, c'est le monde des données non étiquetées. On donne à l'algorithme un énorme tas de données brutes et en gros, on lui dit « Allez, débrouille-toi avec ça ». C'est à lui et à lui seul de découvrir les groupes qui s'y cachent juste en regardant la structure interne des données. Et pour qu'on se rende bien compte de la complexité du truc, regardez ce chiffre. Ça, c'est le nombre de façons possibles de regrouper seulement 30 objets. 30! C'est un nombre astronomique, ça dépasse l'entendement. Essayer de tester toutes les combinaisons une par une, ce qu'on appelle la force brute, c'est juste impensable. Même le supercalculateur le plus puissant du monde y passerait des éternités. Non, clairement, il nous faut une approche beaucoup plus intelligente. Alors face à ce mur de complexité, quelle est la solution ? Eh bien, c'est là qu'intervient le clustering. C'est justement une technique de machine learning qui ne va pas s'acharner à chercher la solution parfaite parmi ces milliards de possibilités. Non, son but, c'est de trouver une très bonne solution de façon intelligente et surtout efficace. Le principe de base du clustering est en fait assez simple à comprendre. L'idée, c'est de regrouper des objets pour que ceux qui sont dans un même groupe se ressemblent le plus possible et en même temps que les différents groupes soient aussi différents que possible les uns des autres. C'est un peu le principe du « qui se ressemble s'assemble », mais appliqué à des données. C'est un vrai jeu d'équilibre en fait. Donc l'objectif est double, il faut bien comprendre. D'un côté, on veut resserrer les rangs à l'intérieur de chaque groupe. On veut que les membres soient bien compacts, bien proches les uns des autres. C'est ce qu'on appelle minimiser la distance intra-cluster. Et de l'autre côté, on veut creuser le fossé entre les groupes. On veut les éloigner au maximum. Ça, c'est maximiser la distance inter-clusters. Un bon algorithme, c'est celui qui arrive à faire ce grand écart parfaitement. Et concrètement, à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, les applications sont absolument partout. En marketing, par exemple, ça permet de segmenter les clients pour des pubs ciblées. En médecine, ça aide à repérer des tumeurs sur des images médicales. Sur les réseaux sociaux, ça permet de trouver des communautés de personnes. On s'en sert même en urbanisme pour regrouper des habitations. Bref, le clustering, c'est vraiment l'outil qui transforme un tas de données brutes en décisions concrètes et intelligentes. Ok, on a dit qu'on voulait regrouper les choses similaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, similaire pour une machine ? Nous, on a une intuition. Mais un ordinateur, lui, il n'a pas ça. Il lui faut du concret, du quantifiable. Il lui faut une formule mathématique, une mesure de distance pour pouvoir dire si deux points de données sont des voisins proches ou s'ils sont à des années-lumière l'un de l'autre. Et pour mesurer cette distance, il y a plusieurs écoles. La plus connue, c'est la distance euclidienne. C'est tout simple, c'est la ligne droite, le chemin le plus court, à vol d'oiseau. Mais parfois, ce n'est pas la plus pertinente. On peut utiliser la distance de Manhattan. Là, imaginez que vous êtes dans une ville américaine, avec des rues qui se croisent à angle droit. Vous ne pouvez pas passer à travers les immeubles, vous devez suivre les rues. C'est ça, la distance de Manhattan. Et le choix entre ces méthodes, ou d'autres, est super important. Ça dépend vraiment du problème qu'on essaie de résoudre. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant comment ça marche en pratique. Et pour ça, on va regarder l'algorithme le plus célèbre, la star du clustering, K-means, qu'on appelle aussi K-moyenne en français. S'il est si populaire, c'est parce qu'il est à la fois super simple à comprendre dans son principe et en même temps incroyablement efficace. Alors, juste avant de plonger dans le mécanisme, il y a un mot-clé à retenir, le centroïde. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. C'est le centre de gravité d'un groupe, sa position moyenne. On peut voir ça comme le capitaine du groupe. C'est un point, qui peut d'ailleurs être virtuel, et tout le fonctionnement de K-means va tourner autour du déplacement de ces fameux capitaines. Le processus est une boucle, en fait, en 4 étapes très logiques. Premièrement, l'initialisation. On choisit combien de groupes on veut, disons K, et on place K centroïde complètement au hasard. Deuxièmement, l'assignation. On regarde chaque point de données et on l'assigne au centroïde qui est le plus proche de lui. Troisièmement, la mise à jour. Maintenant que les groupes sont formés, on recalcule la position de chaque centroïde pour qu'il soit bien au centre de son nouveau groupe. Et enfin, on répète. On refait l'assignation et la mise à jour encore et encore, jusqu'au moment où plus rien ne bouge. C'est ça la convergence.
Allez, c'est parti pour la démo visuelle. Voilà notre point de départ, un simple nuage de points. Aucune étiquette, aucune couleur, aucune structure visible. C'est le chaos initial dont on parlait. Première étape, l'initialisation. On va décider, un peu arbitrairement pour l'instant, qu'on cherche 3 groupes. Donc K égale 3. L'algorithme va donc placer 3 centroïdes, nos fameux capitaines, de façon complètement aléatoire sur le graphique. C'est un peu comme s'il lançait 3 fléchettes les yeux bandés. On est d'accord, pour l'instant leur positionnement n'a pas l'air optimal. Deuxième étape, l'assignation. Maintenant, l'algorithme va passer en revue chaque point de données un par un et il va calculer sa distance par rapport aux 3 centroïdes. Chaque point va ensuite rejoindre l'équipe du capitaine le plus proche. Et voilà, d'un coup on voit des couleurs apparaître, on a nos premiers groupes. Ils sont encore un peu grossiers, un peu maladroits, mais c'est un début. Et maintenant, attention, voici l'étape clé, la mise à jour. Les centroïdes ne restent pas là où ils étaient. Chaque capitaine va regarder tous les points de son équipe et il va se déplacer pour se mettre pile au milieu, au centre de gravité de son groupe. Regardez bien, il bouge. Il se rapproche des vrais cœurs des clusters. Et on recommence le cycle. Maintenant que les capitaines ont bougé, les distances ont changé. Donc on refait une passe d'assignation. Certains points qui étaient à la frontière vont peut-être changer d'équipe. Et une fois que c'est fait, eh bien on refait une mise à jour des centroïdes. Ils bougent à nouveau pour se recentrer. C'est une sorte de danse, une optimisation progressive. À chaque tour, les groupes deviennent un peu plus logiques, un peu plus cohérents. Et puis, au bout de quelques tours de danse, quelque chose se passe. Ou plutôt, il ne se passe plus rien. Les points ne changent plus de groupe, les centroïdes ne bougent plus, le système est stable. C'est ce qu'on appelle la convergence. L'algorithme s'arrête. Et voilà le résultat. Le nuage chaotique du début s'est organisé tout seul en 3 groupes bien nets, bien séparés. Le puzzle est résolu. Bon, ça a l'air magique, n'est-ce pas? Mais attention, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours aussi parfait et aussi simple. Obtenir un bon résultat avec le clustering, ça dépend de plein de choses. L'algorithme a ses propres limites et il y a des pièges à éviter. Il est donc super important de savoir comment évaluer la qualité de ce qu'on a trouvé. Et ça nous amène à la question qui tue, la question à 1 million. Dans notre exemple, on a pris K est égal à 3. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, ça se voyait à l'œil nu. Mais imaginez des données avec 50 dimensions différentes. Impossible de les visualiser. Comment on fait pour savoir s'il faut chercher 5, 10 ou 50 groupes? C'est vraiment le plus gros casse-tête de l'algorithme K-means. Heureusement, il y a des techniques pour nous aider. L'une des plus connues, c'est la méthode du coude. L'idée est assez maligne. On va lancer l'algorithme plusieurs fois, d'abord avec K égale 2, puis K égale 3, K égale 4, etc. Et à chaque fois, on mesure à quel point les groupes sont compacts. Au début, quand on ajoute un groupe, on gagne beaucoup en qualité. Les groupes sont bien plus serrés. Mais à un moment donné, ajouter encore un groupe n'améliore presque plus les choses. Le gain devient minuscule. Ce point d'inflexion sur les graphiques, qui ressemble à un coude, c'est souvent le bon nombre de clusters à choisir. Il faut aussi connaître une autre limite importante de K-means. Il adore les groupes bien ronds, bien sphériques. C'est son hypothèse de base. Donc, quand on lui donne des données avec des formes bizarres, comme ces 2 lunes qui s'entrecroisent, il est complètement perdu. Il ne sait pas faire. Il va juste essayer de couper l'espace en 2 avec une ligne droite, et le résultat, eh bien, il est complètement à côté de la plaque. Et c'est un peu le même problème ici. K-means a aussi une autre tendance. Il essaie de faire des groupes de taille à peu près égale. Du coup, si on a des vrais groupes naturels, mais de taille ou de densité très différentes, comme ce petit groupe dense et ce grand groupe plus diffus, K-means peut se faire avoir. Il va mal découper les données, en volant en quelque sorte des points au grand groupe, pour essayer de rééquilibrer les choses, ce qui est incorrect. Pour résumer tout ça, le clustering est un outil absolument formidable pour donner un sens à des données brutes. Mais, et c'est important de le retenir, ce n'est pas de la magie. La qualité du résultat final dépend complètement des choix qui sont faits au départ. Combien de groupes on cherche, comment on mesure la similarité, quel algorithme on utilise. Finalement, la question la plus importante n'est peut-être pas technique. C'est de se demander ce que l'on cherche vraiment, ce que signifie un groupe pertinent dans le contexte de notre problème.